Votre émission Bonjour d'Algérie. Comme chaque jeudi, je suis très heureuse d'être avec vous pendant 1 heure et demie. Et aujourd'hui, donc, au programme, comme d'habitude, nous avons plein de choses à vous proposer. Entre autres, nous parlerons du prix Djil Siyaha. Vous saurez tout sur ce prix donc, qui a démarré le mois dernier, donc le 8 mars. C'est un partenariat entre la délégation de l'Union européenne avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Et bien entendu, on continuera toujours en ce mois sacré de Ramadan de parler de gaspillage et toutes ces choses que nous gâchons, toute cette nourriture ou toutes ces boissons aussi que nous abîmons, que nous gaspillons au quotidien. Nous parlerons de tout ça avec Mohamed Toumi comme chaque jeudi. Donc il a pris l'habitude de venir nous rendre visite chaque jeudi pour nous parler un petit peu de tout ça. Alors nous continuerons aussi avec donc les opérations du Croissant Rouge. Elles ont été nombreuses pendant ce mois de Ramadan. Donc des soirées qui ont été organisées et aussi des repas préparés pour les gens démunis. Donc on reviendra sur toutes ces choses qui ont été faites pendant ce mois sacré de Ramadan. Et nous finirons bien entendu en musique, bien entendu avec Djezouli. Il viendra nous parler donc de son concert qui va se dérouler dans les jours à venir. Et sans plus tarder, on commence toujours par les nouvelles du ciel avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Mina Abed, bonjour. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Alhamdulillah. Ça va, plutôt bien. Plutôt bien. Plutôt Il fait bien. frisqué ce matin. Un petit peu, Voilà. quelques gouttes aussi. Bah oui, j'espère écoute, que ça va on a senti continuer. un petit peu la différence, la température un peu baissée, ça fait vraiment le yo-yo. C'est ces derniers vrai, temps. c'est vrai. Donc faut faire très attention. C'est un temps idéal pour tomber malade. Donc autant faire très 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 attention ces jours-ci. Ben voilà, donc on va tout savoir sur les nouvelles du ciel. Exactement. On y va. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Excellent réveil. Et bien effectivement, pour cette journée, on entrera un ciel de plus en plus nuageux sur le centre et l'est du pays avec quelques gouttes de pluie. En journée, toujours sur le centre et l'est, on notera une amélioration en fin d'après-midi, notamment sur la partie centre. Sur la partie sud, le ciel restera voilé avec quelques orages. Vers l'extrême sud, le Tassili et le Sahara oriental, un ciel dégagé sur le Nord Sahara, la Saoura ou encore le Sahara central. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord jusqu'à 26 degrés à Oran, on notera 21 degrés à Alger, 20 degrés à Tizi Ouzou, 27 du côté de Tiaret, on notera 26 à Batna, 32 degrés Gardaya, Béchar, 30 degrés à Tindouf, 34 degrés à Elizi, on notera 36 à Drar et Insalah et enfin 37 degrés. Ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer calme, un peu agitée, ou plutôt agitée sur l'ensemble des régions côtières, avec des vents entre 10 et 30 km/h vers les côtes ouest, entre 30 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 40 jusqu'à 50 km/h vers les côtes est. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Mina, alors on s'écoute une petite chanson avant de démarrer l'agenda culturel. Avec plaisir. Raya, très bien, on y va. Donc c'est Djennadia, Wilfi, Mariam. On écoute.
Magnifique chanson. Franchement, moi personnellement, elle m'a amené très loin. J'ai voyagé avec elle. Donc c'était Djinnadia Wilf Meriem. Et on continue, bien entendu, toujours avec Mina Abed pour nous donner les bons plans de la semaine. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous? Une semaine bien remplie, entre concerts. Comme pendant tout ce mois quand même. Hein. Exactement, pendant tout ce mois, entre concerts, spectacles, voilà. Donc on a un petit peu de tout. On commence pour ce soir. Pour ce soir, déjà, ah ben oui, bien entendu. Pour ce soir. Alors, à l'Opéra d'Alger, bien sûr, on aura droit à une belle soirée d'art andalou traditionnelle interprétée par l'Orchestre national des femmes de l'Opéra. À l'affiche, Lamia Madini, Nawal Loul, Mounia Chatal et bien sûr Siham Knouch. Ce soir donc à l'Opéra d'Alger à partir de 22h. On aura droit également à un beau concert de musique Chabi au Théana interprété par Abdelkader Chao à partir de 22h, donc toujours au Théana. Pour demain, vendredi 14, on aura droit à un beau one-man show interprété par Zoubir Belhoula avec le titre 1 heure de rire, donc un beau one-man show à voir et à revoir au TNA à partir de 22h. À l'Opéra d'Alger, on aura droit à un beau concerto de l'opéra italien interprété par le duo Francesco Barbagelata, assez difficile à prononcer, Oui. Barbagelata au piano et le ténor Vincenzo Castanzo, voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé. Donc à l'opéra à partir de 22h. Pour le samedi 15, on aura droit au concert de Tina Rewan à partir de 21h30 à Dar Raïs à Sidi Fradj et un beau concert de Shabby Kingston avec Jam, Zaki Project et Rabé Houté qui seront parmi nous le 15. Ça se passera au théâtre La Fourmi à Oran à partir de 22h30. Et au Théana, bien sûr, un beau monologue, Qadr al-Ashqara, interprété par l'artiste Nesrine Belhadj. Donc au Théana à partir de 22h. On aura droit également à une soirée artistique qui réunit 3 écoles de l'Andalou avec l'Orchestre national de l'Opéra, bien sûr, avec la participation de Asma Allah, Adnan Fergani, Mriem Ben Allal et bien sûr Abdelwahab Jazouli. Donc à l'Opéra à partir de 22h. Abdelwahab Jazouli qui sera notre invité tout à l'heure. Exactement, donc voilà. Je pense qu'il va parler de l'événement. Oui, sûrement. Exactement. Et donc on continue avec le dimanche 16 à partir le dimanche 16 donc avec le concert de Jumaoui Africa qui va se dérouler à Ibn Khaldoun à partir de 21h et un concert hommage qui va se dérouler à l'Opéra d'Alger, donc un concert hommage au grand chanteur Akli Yahyatn avec la participation de Farid Farahi Abbas et Nait Rzia, donc à l'Opéra d'Alger à partir de 22h. Et le retour, encore une fois, du concert Shabby Kingston, toujours avec la participation de Jam, pardon. Pourquoi j'ai dit Jack? Je sais pas, ça ressemble. Ça ressemble un petit peu, ressemble, oui. On a du mal quand même. Avec donc Jam, Zeki Project et toujours Rabea au Golden Tulip à partir de 21h. Et enfin, pour le mardi 18, concert du groupe. Tu devines un petit peu, Mariam? Je sais pas, non. Yazina. Ah oui. Raina Rai, oui. du groupe Raina Rai. Tiens, en ce moment, c'est ma chanson préférée. Je la mets en boucle
pratiquement dans la voiture. Ouais, je ne sais pas, ça me donne la pêche. C'est une magnifique chanson. Oui, magnifique. Elle est juste incroyable. Donc, comme je le disais, le groupe Raina Rai, sous la direction bien sûr de Lotfi Attara, à partir de 22h à l'Opéra d'Alger. Donc, soyez nombreux, profitez de ces concerts, de ces spectacles. Voilà. Ah ben, super. Bah, écoute, une ligne droite, une dernière ligne droite bien chargée. Hein. Bien chargée. On a droit à un petit peu de tout, avec des one-man shows, des monologues, des concerts, des concertos. Donc, il y a un petit peu de tout et pour tout le monde. Ah ben, super. Et on n'oublie pas les petits-enfants, bien sûr, avec les deux cirques. Le cirque Amar qui donne de spectacles tous les jours, exactement, aux Sablettes. Et le cirque Cirta di Roma également, qui donne un spectacle. Città di Roma. Città di Roma. Avec le bel accent italien. Merci beaucoup, Bida. Merci. Voilà, Merci, écoute, on se verra jeudi prochain, Inch'Allah. Avec plaisir. Super. En tout cas, moi, je te propose de rester avec nous. On continue. Donc, avec un sujet signé Semera Hadj Amar sur le tisseuse, portrait d'une tisseuse à la droite, Ikram Nassij. On regarde et on revient juste après. Ikram Nassij est une artiste née dans l'âme et dans la vocation au métier de la fée. Fée main, entre ses doigts une créativité sereine. Elle a fait du métier à tisser sa destinée et peu de mots suffisent à tisser sa passion qui s'étend et qu'elle a su partager à d'autres femmes. Pour être tisseuse, c'est un processus qui est long, donc qui demande de la patience et qui demande de la certitude, c'est-à-dire que c'est des centimètres. Si on ne pose pas bien le fil au bon endroit, on rate un tapis. Et un tapis, c'est 2 mois, 3 mois de tissage. Donc, c'est des femmes qui sont très concentrées, intelligentes. Ils ont un esprit un peu de géométrie dans leur tête, sans aller à l'école ou sans apprendre cela. Ça a été transmis par les grands-parents. Le fait d'être derrière les fils et tisser, et ça m'a permis de me retrouver avec moi-même et ça m'a permis aussi de me construire. J'étais jeune, je me suis diplômée d'une université qui m'a donné une formation qui m'a permis de voir beaucoup d'aspects dans la vie. On a beaucoup, c'est-à-dire il y a beaucoup de lectures. C'est une université qui m'a permis de lire chaque semaine un livre et ça m'a reconnectée avec moi-même et mes ancêtres. Ancestrale de forme géométrique qui raconte parfois les états d'âme des dames tisseuses. Ikram a créé Nassij Home, puis Nassij Art. Après des études dans une école d'art américaine, elle est revenue aux sources. J'associe le tissage à une forme d'expression et de sérénité. Maintenant, je suis passée à une autre étape qui est l'expression via le tissage, via le fil. Donc, je me suis exprimée avec l'œil et le palmier, je me suis exprimée avec le chiffre binaire, l'évolution, donc je laisse la surprise, il va y avoir toute une histoire derrière tout ça, etc. Donc maintenant, il n'y a pas que Nassij Home et les tapis, maintenant il y a Nassij Home Art, c'est en construction, et l'écriture, c'est déjà là, j'ai fait 2 expositions, donc une de Yahjanjan Yemjemjen et une exposition à l'international. Profondément inspirante, Ikram espère et rêve de facilitation pour que ses œuvres et ses tapis puissent s'exporter à l'étranger. Voilà, un très très beau sujet de Semera Hadj Amar qui nous fait découvrir donc ce métier ancestral qui est encore fait aujourd'hui et perpétué par donc ces jeunes tisserannes qui œuvrent tous les jours. Et on continue, on reste toujours donc dans tout ce qui est tourisme et patrimoine et artisanat. Et nous allons parler tout de suite donc du prix Jil Siyaha. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir donc Monsieur Thomas Eckert. Comment on dit en allemand? Guten Morgen. Bonjour, guten Morgen. Salam alaikum. Salam. Bonjour et bienvenue. Donc, vous êtes chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Merci d'être là. Merci de m'inviter. Donc, à vos côtés, nous avons aussi donc Abdelhamid Terghini. Donc, vous êtes directeur général au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Merci pour Merci beaucoup donc d'être là. Merci d'être venu donc ce matin. Et je commence par vous. Parlez-nous un petit peu donc dans quel cadre s'inscrit cette coopération? Déjà, le soutien pour le tourisme, c'est une grande priorité de l'Union européenne.
En collaboration avec le ministère du Tourisme, on a lancé un grand projet pour le lancement, le soutien, la promotion du tourisme dans le pays. C'est pour nous extrêmement important d'utiliser le potentiel et de mettre en valeur les atouts touristiques du pays. Et pour faire quelque chose, pour un peu encourager surtout les jeunes, on a lancé il n'y a pas longtemps ce prix dans plusieurs catégories, dans plusieurs wilayas, pour des projets créatifs. Alors ça veut dire que si on est jeune, entre 18 et 35, on a une limitation d'âge, et si on a récemment lancé un projet dans le tourisme, sur le tourisme vert, environnemental, patrimoine, des projets qui ont été lancés par des femmes, on peut lancer une candidature pour ces prix. Il y en a 36 prix dans plusieurs catégories. Ça commence à 7 000 € et ça monte jusqu'à 11 000 € pour une personne, une unité, pour un peu encourager, récompenser un projet réussissant dans le tourisme. Très bien. Monsieur Tirghini, donc la participation du ministère dans ce projet, donc comment ça va-t-elle se faire? Et surtout, je sais que vous avez ciblé quatre wilayas. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que ce projet donc, arrive à point nommé. Donc, je profite de l'occasion pour remercier Monsieur l'ambassadeur de son intérêt pour le secteur du tourisme, notamment envers les jeunes. Donc c'est vrai que le tourisme en Algérie donc, est en train de connaître une montée donc, en puissance et ce projet arrive à point nommé pour valoriser notre patrimoine et surtout fédérer les jeunes pour prendre en charge donc, le tourisme pour les générations futures. Donc ce projet essentiellement, c'est un projet qui cible donc l'intégration socio-économique des jeunes, mais à travers des projets de l'entrepreneuriat et des actions concrètes au niveau des 4 wilayas pilotes. Donc nous avons des wilayas répartis à travers le territoire national. Nous avons un très grand pays, donc il faut des échantillons pour pouvoir répondre à des spécificités territoriales. Donc pour ce projet, nous avons 4 axes principaux. D'abord, en termes de gouvernance, nous devons accompagner donc, ces wilayas et notre direction locale pour avoir un bon manuel de procédure, des bonnes pratiques, comment gérer la mise en tourisme de ces territoires. Donc dans ce cadre, nous allons réaliser des schémas territoriaux du tourisme, des schémas directeurs pour l'aménagement du tourisme, mais en ciblant plus les jeunes et en fixant un plan d'action qui sera accompagné et qui sera porté par les jeunes eux-mêmes à travers de l'entrepreneuriat, à travers de la formation, à travers des actions, des petites actions concrètes qu'on pourrait réaliser et en accompagnant les jeunes dans ce sens. Nous avons aussi le volet implication des jeunes, donc en termes de formation, en termes d'orientation. Ils ont besoin d'être orientés, d'avoir une visibilité. C'est vrai que le tourisme, généralement, on pense toujours à de grands projets, mais nous voulons dire à ces jeunes de se rapprocher et de s'intéresser plus et de s'investir plus dans ce secteur qui est très porteur. Au niveau international, c'est plus d'un emploi sur 10, c'est plus de 1500 milliards de dollars qui sont générés annuellement, c'est plus de 10% de PIB. Donc, autant comprendre que le secteur du tourisme est un secteur qui peut apporter un plus à l'économie nationale hors hydrocarbures. Et je pense que les jeunes ont un grand rôle à jouer dans ce sens. Surtout que l'Algérie est un pays continent. C'est un pays continent et c'est un pays qui a une diversité naturelle, un potentiel touristique, une richesse incommensurable. Donc il faudra sans compter le potentiel aussi jeune. On sait très bien que nous avons... La jeunesse, c'est la plus grande ressource qu'il faut donc valoriser et accompagner. Accompagner. Monsieur Eker, vous avez mis en fait trois catégories donc pour Djil Siyaha, pour participer pour ce prix-là? Effectivement, et ce sont des catégories qui sont assez larges pour vraiment inclure. Hein. Vous avez ratissé large donc, oui, pour oui, essayer d'inclure au maximum. C'est quand même l'idée. Alors on veut particulièrement cibler les femmes, parce que c'est très important de aussi soutenir l'emploi pour les femmes. Là on part plutôt je crois, le projet classique c'est dans l'artisanat, mais c'est pas du tout limité à cela. Alors tout projet lancé par une femme ou des femmes sont éligibles. Après on a l'environnement, là aussi c'est assez large, le recyclage, c'est
protection de la nature. Là, vous pouvez vraiment subsumer toutes sortes d'activités. Et dernièrement aussi, une grande catégorie patrimoine, héritage culturel. Et là aussi, je vois beaucoup de possibilités de mettre une candidature pour un projet. Effectivement, et en fait, il y a un regain d'intérêt de la part des jeunes, même aussi surtout des femmes, donc de créer comme ça leur petite entreprise. Des fois, ça peut être à domicile, vraiment une toute petite entreprise, et des fois, ça peut être quand même encore un peu plus important, puisqu'on voit beaucoup de femmes en ce moment qui sont dans le domaine de tout ce qui est recyclage. Absolument. Alors, j'ai déjà eu l'occasion avec ma femme de me déplacer assez souvent dans les sites un peu touristiques dans le sud. On aime beaucoup le sud, et on est toujours stupéfié par la créativité et l'esprit d'entrepreneuriat des femmes. On voit toutes sortes de petites entreprises, et là je vois vraiment un champ pour être récompensé par notre prix et aussi pour créer des emplois supplémentaires dans le tourisme. Très bien. Donc monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ces 3 catégories ? Oui, donc ce concours, comme a dit M. Ecker, c'est un concours qui vise une tranche d'âge de 18 à 35 ans et sur 3 thématiques bien définies. Donc il y a le volet écologique. Vous savez que maintenant rien ne se fait sans... Donc GIL Écologia, c'est ça. Donc le premier c'est GIL Écologia. GIL Écologia, donc c'est une thématique, pourquoi elle a été choisie, c'est pour dire que les jeunes doivent s'intégrer dans la durabilité, dans la préservation de l'environnement. Donc maintenant c'est une action mondiale, il y a le changement climatique, il y a beaucoup de contraintes qu'il faudra prendre en charge, et surtout pour veiller à ce que ce produit ou ce projet soit durable dans le temps. Il y a aussi le volet RIEM, comme a dit M. Ecker. Donc RIEM, ça concerne la femme algérienne qui travaille beaucoup, qui innove beaucoup. Donc en termes d'artisanat, comme c'est un secteur qui fait partie du secteur du tourisme, je peux vous dire que les femmes sont très actives, surtout en termes d'art culinaire, de gâteaux traditionnels, en termes des tenues aussi, la tenue traditionnelle, surtout. On voit beaucoup d'innovation. D'ailleurs, hier, Monsieur le ministre a présenté, dans la réunion du gouvernement, il a présenté le projet de labellisation de ces produits pour que ça devienne vraiment des authenticités, donc un produit authentique algérien qui soit reconnaissable et identifiable au niveau international. Donc je pense que la femme a un très grand rôle à jouer pour préserver ce patrimoine et le valoriser, et ce concours vient à temps pour un peu mettre en valeur ces produits. Et la troisième thématique concerne GIL Tourati. GIL Tourati, donc tout ce qui est patrimoine. Il y a pas mal de jeunes qui ont des petits projets réalisés au niveau des ressorts, au niveau des plages, au niveau donc il faut pas se sous-estimer. Donc il faut à travers votre antenne, je dis aux jeunes de venir, de s'intéresser à ce concours qui vient pour leur permettre peut-être de se relancer, de s'investir encore plus et d'avoir des ressources financières qui sont nécessaires pour la continuité de leur projet. Très bien. Donc, on sait très bien aussi que, en fait, est-ce qu'on peut dire que la Covid-19 a été, on va dire, un élément déclencheur pour déjà le tourisme local qui a été vraiment, on va dire, pratiquement pris d'assaut ces dernières années. C'est vrai que le Covid, à part le côté négatif qu'on a connu, donc, alhamdoulilah, maintenant, donc, tout est revenu à la normale, mais ça a permis donc, à tous les pays dans le monde de se recentrer sur le tourisme national. Donc c'est un tourisme qui cible donc les populations locales et qui surtout les implique, parce que le tourisme national, il a une dimension économique, mais il a une dimension sociale aussi pour les populations locales. Et je pense que le Covid nous a permis de se recentrer, de se focaliser sur tout ce qui est identitaire, tout ce qui est produit local, y compris l'artisanat bien sûr. Et nous avons vu donc la saison estivale passée, il y a eu un véritable rush au niveau des wilayas côtières. Nous avons recensé plus de 10 millions de personnes qui ont sillonné, les wilayas côtières, générant pas mal de revenus pour les populations locales. Donc il y a eu par exemple la formule chez l'habitant. C'est une formule qui est très prisée par la famille algérienne.
Et nous avons aussi donc, toute une dynamique économique et commerciale qui s'est installée au niveau de ces villes côtières. Monsieur Eker, est-ce que ce projet, en visant l'Algérie, on sait très bien que notre pays n'est pas encore entré dans le tourisme de masse. C'est, on va dire, une chance que nous avons. C'est pour ça qu'on essaye de développer donc ce tourisme raisonnable, ce tourisme vert, où on essaye d'être en harmonie avec la nature qui nous entoure. C'est exactement l'idée. Quand vous regardez un peu côté européen, depuis la fin de la pandémie, vous voyez une grande détermination de la part des Européens de voyager dans la région du Maghreb. C'est incroyable comment les chiffres ont augmenté. On vient de parler avec le ministère du Tourisme, c'est extrêmement encourageant. Et quand vous déplacez dans le sud, vous voyez vraiment des possibilités absolument époustouflantes. Il y a des gens qui développent des vieux maisons dans Dexar, il y a des gens qui poussent un peu sur le tourisme écologique, des tours spécialisés dans des endroits pour un peu remonter l'économie durable du pays. Il y a un potentiel énorme et là on peut vraiment développer beaucoup de choses, de projets pour aussi un peu diversifier l'économie algérienne. On parle beaucoup de la diversification de l'économie. Je crois que le tourisme, étant donné qu'il y a encore un grand potentiel à utiliser, représente une énorme chance pour le pays. Voilà. Donc en fait, on va dire l'avantage que nous avons, c'est que nous avons les 4 saisons, donc pays, continent, c'est-à-dire qu'on peut avoir du tourisme en fait pendant toute l'année et à toutes les saisons. Voilà, chose qui n'est pas, on va dire, à la portée pratiquement de tous les pays. Certains pays où c'est l'hiver, on connaît très bien où c'est aller à la neige, ou alors c'est l'été, c'est les plages. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, c'est un pays continent, donc entre Alger et Tamanrasset, c'est plus de Alger-Paris ou Alger-Bruxelles, etc. Donc c'est un pays très grand, très riche, très diversifié. Toutes les saisons sont au niveau du territoire national. On peut en 2 heures de temps, on peut aller au sud et aller en montagne et aller à la mer, donc juste en un laps de temps. Et ça, c'est un avantage pour capter le maximum de touristes et avoir une résilience surtout, parce qu'on ne peut pas faire comme les autres pays qui se sont focalisés sur le tourisme de masse balnéaire, par exemple. Effectivement. Nous avons un potentiel diversifié et naturellement propre, encore protégé, qu'il faudra valoriser et mettre à la disposition des touristes à travers des produits de qualité et dans le cadre surtout de la durabilité. Je voudrais juste revenir par rapport au projet d'Issiaha. Donc on a parlé que c'est un projet qui vise des wilayas pilotes, mais aussi les jeunes, il faudra qu'ils sachent que ce projet-là va leur donner une plateforme où ils peuvent trouver soit de l'emploi, soit des formations adéquates pour faire des petits projets, réaliser des petits projets touristiques. Et je pense que les jeunes ont un très grand rôle à jouer, notamment en matière de l'utilisation des technologies nouvelles, des technologies de l'information. Et ils sont très portés sur le numérique, donc je pense que le monde est en train de se transformer, donc c'est un petit village réellement, donc il faudra que les jeunes actifs en matière de promotion, en matière donc de mise en valeur des sites. D'ailleurs, notre ministère vient de lancer un concours pour la meilleure vidéo pour les jeunes, pour capter des produits sensationnels. On a vu pas mal de blogueurs, pas mal de jeunes qui sont portés qui font la promotion de l'Algérie. Ils font un joli travail et je pense que ça sera que bénéfique pour notre secteur. Des guides aussi, donc des guides maintenant qui se retrouvent dans la Casbah, qu'on retrouve un peu partout. Dans ce projet de Djilsiyaha, nous voulons aussi valoriser les acquis. Il y a des guides, par exemple, qui se sont formés sur le tas. Ils n'ont pas un niveau intellectuel important et on voudrait les capter, leur faire une petite formation de courte durée et leur donner le moyen de s'intégrer dans la chaîne touristique et dans les métiers du tourisme. Ah, très bien. Donc, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur pour participer en fait à ce prix, quelles sont les conditions? Donc, on a déjà donné la tranche d'âge, on a dit c'est entre 18 et 35 ans. Est-ce qu'il faut avoir une entreprise qui soit déjà, on va dire, qui soit sur pied déjà? Alors, il faut avoir un projet existant
qui a quand même une petite histoire de, je crois, 13 mois. Alors, ce n'est pas quelque chose qui vient d'être créé, parce qu'on veut quand même avoir la certitude que la chose marche déjà. Alors, on a déjà parlé de la tranche d'âge, 18-35, les 4 wilayas, Timimoun, Tlemcen, Janet, Sétif. On a parlé les 3 catégories qui sont assez larges. Là, on peut, je crois, aussi un peu essayer de trouver des solutions. Une chose qui est très importante, il y a une date limite, c'est assez proche, c'est déjà la semaine prochaine. Alors il faut soumettre les candidatures avant le 18 et on espère bien d'avoir un maximum de candidatures. J'imagine qu'on a... pour réussir avec notre voilà, projet. Donc on a mis, l'adresse est affichée au bas de l'écran, donc l'adresse pour pouvoir participer. Quels sont exactement les objectifs de Jil Siyaha ? Qu'est-ce qu'on vise? C'est vrai que Jil Siyaha, déjà le nom c'est le Jil, c'est la jeunesse, c'est la génération future. Très original, je trouve. Hein. Oui, c'est un nom qui porte très bien. Donc Siyaha, c'est le tourisme en arabe. Donc je pense que le tourisme actuellement, il est en train de se construire dans notre pays. Même si on ne va pas peut-être avoir les fruits maintenant, mais les générations qui vont arriver et qui vont vraiment s'investir dans le tourisme vont cueillir les fruits et vont continuer donc cette grande avancée. Et je pense que les jeunes qui représentent une grande partie de notre population ont une responsabilité par rapport à ce point. Et Jil Siyaha, j'ai dit qu'il va leur offrir une meilleure visibilité, un meilleur accompagnement. Et surtout pour pérenniser cette action, et pourquoi ne pas avoir un Jil Siyaha de plus tard pour accompagner et réaliser d'autres projets, parce qu'à travers ce programme, nous voulons même concrétiser des projets, des idées de projets d'entrepreneuriat. Et je pense que c'est un programme qui va vraiment aider les jeunes à se repositionner, à avoir plus d'occasions et plus d'opportunités donc, dans leur vie socio-économique. Déjà, des jeunes qui s'imposent relativement bien dans tout ce qui est tourisme, on le voit au quotidien. Oui, les jeunes se sont bien engagés. Nous avons vu dans la période du Covid, même les agences de voyage se sont plaintes. Il y a pas mal de jeunes qui ont occupé le terrain à travers l'organisation de randonnées, d'activités touristiques en mer, etc. Et ça donne des signes comme ça qu'il faudra reprendre et encourager pour que les jeunes travaillent dans un cadre bien défini et bien organisé. Et aussi, on a remarqué aussi que certains jeunes, donc certains guides aussi, essaient de porter la tenue traditionnelle, donc algéroise ou algérienne, tout dépend de l'endroit qu'ils font découvrir. Je trouve que c'est une initiative qui apporte quand même un plus à l'identité. C'est vrai que le guide, on peut dire que c'est un ambassadeur finalement, donc il prend en charge un groupe de touristes. Et le premier contact, c'est le guide, après l'aéroport, après donc l'hôtel, etc. Donc c'est lui qui leur donne les informations nécessaires, c'est lui qui leur raconte les histoires qui font rêver, hein, en quelque sorte. Donc il faudra que la tenue et tout ce qui est vestimentaire accompagnent donc cette action pour que le guide devienne vraiment un personnage qui soit, c'est-à-dire très actif et très... appréciable par les touristes et surtout représenter l'identité nationale. Effectivement, donc c'est vraiment un point important qu'il faut garder, qu'il faut sauvegarder et surtout encourager. Merci. Voilà, donc peut-être un dernier mot? Alors, à mon avis, la chose la plus importante, c'est la visibilité. C'est la visibilité des acteurs qui ont réussi à travers de notre prix, c'est la visibilité du tourisme, c'est la visibilité des produits, aussi culinaire, et c'est la visibilité qui va aussi faire attirer du tourisme européen pour découvrir un pays absolument magnifique avec une population absolument accueillante, chaleureuse et magnifique aussi. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas, Dankishen. Merci d'avoir été parmi nous. Merci. Shukran, merci beaucoup. Merci à vous donc aussi, Monsieur Tegrini. Donc merci d'avoir participé, d'être venu nous donner tous les détails sur Jil Siyaha. En tout cas, on espère déjà vous revoir pour avoir un petit peu les résultats du prix. Inch'Allah, voilà. dans quelques les temps. lauréats.
Et je dirais seulement jeune matraté, c'est une occasion à ne pas rater. D'accord. Alors, on reprend avec vous les jeunes matratés. Soyez D'ailleurs, c'était le nombreux. slogan de ce concours. Hein. Donc, c'était le slogan Matarateuch parce qu'il faut parler le langage des jeunes. Il faut parler le langage des jeunes, effectivement. C'est très, très important. Il faut que le important. message passe et qu'il soit adopté par les jeunes. C'est le seul moyen de capter leur attention. Voilà. Merci beaucoup, donc, Monsieur Eker. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Donc, on continue, nous, à un sujet de l'Amia Bedbouda. On regarde et on revient juste après. Tout ressemble étrangement à l'original. Cordage, mât, voile. Il ne manquerait que les eaux cristallines de la Grande Bleue pour que ces voiliers prennent le large. Ahmed Qasmi respire la mer et surtout les bateaux historiques. Une passion, un hobby qu'il a développé au fil des ans et la magie a opéré. الحاجة الأولى كاع هي موهبة على كل حال موهبة وكنت ديتها هواية أنا بس كنحبها ومنها ديتها هواية نخدمهم شوية كنت صغير بالكرتون كي تعرفي كيفاه هادي بهادي حتى وليت نخدم لي ماكات هكذا. Ahmed vit au rythme des détails. Une à une, il assemble les pièces de son voilier Haroun al-Rachid pour reconstituer ses modèles réduits au plus près des originaux. La première étape est de connaître un maximum de détails pour son modèle. Ahmed Qasmi a ses archives. أنا نجيبهم لي زارشيف كامل داك نروح لقسنطينة نروح لعنابة نروح لميزيا ندخل بريزونتي روحي من هنايا يعاونوني يعطيو لي كيما قسنطينة جبت كاع لي دوكيمون جبت تاع طارق بن زياد جبت تاع لي فينيسيان جبت نروح للميزي تاع الأثر القديم كان يعطيو لي كتابات كان كتابات يعطيوهم لي. Le maquettiste fait lui-même le montage de ses modèles selon des techniques bien précises. Il patine le bois et teinte les voiles pour leur donner cet aspect vieilli pour plus d'authenticité. ان باطو كيكون كومبليكي وبلي ديتاي هذاك هو الشارم تاعي اللي نحب نخدمه ونحب نكسر راسي معاه سيرتو في لي ديتاي انا نبازي بزاف على لي ديتاي. القماش هذايا انا نشريه سي نورمال نشريه بيض هكذا نعاود نتنتي انا نخدم لي تانت ناتيرال ما نخدمش هذوك تاع الصبيغه انا نجيب باغ اكزومبل خصو الرمان نجيب لاتاي نجيب النعناع نجيب هادو كاع نغليهم في الماء نسي ندير ليسي تاعي ندير هادي بهادي نديرو وحدو فهمتي كيف واش يعطيني ما نتنتيش ديريكت نحكم مع مورسو نبدا نتنتي فيهم ننشرهم ونشوفهم اسكو هذا يخرج مع هذا يجي مع هذاك مع هذيك الفتره. Deux de ces réalisations sont exposées au musée de l'armée, une birème et une galère. Mais qu'en est-il du Chebek, ce navire de guerre typiquement algérien? عندي زوج سفن في المتحف الجيش هي في الفتح. عندي لا بيرام الحضارة الفينيقية 3-4 قرون قبل الميلاد. عندي تاع الدولة الموحدين 12-13 قرن هاي عندهم تان 60 غاليرية وفيهم قريب 2 متر. الشباك انا على حسب المعلومات اللي خديتهم انا هما السفن تاعنا كانت فلوكة بكري. الاصل هما كانوا فلوكة ستين فلوكية كانوا يجيبوا بها السلعة يصيدوا بها تالمو اللي كانوا يصيدوا بها ويجيبوا السلعة تشوفي هذيك العرام تاع الشبكة اللي كانت لداخل فهمتي كيف باعي سموها الشباك. Aujourd'hui, son rêve est de voir ces maquettes devenir des passeurs de mémoire. أنا والله نتمنى يكونوا هادو ما يكونوش عندي هنايا خاطر هنا إذا قعدوا هنا ما كانش يشوفهم فهمتي كيف. أنا ماذا بيا يكونوا في الفنادق الكبار باش ندعموا السياحة تاعنا المتاحف كي تجينا ديليغاسيون من برا فهمتي كيف يشوفوا عندنا تاريخ كبير احنا
تاريخنا يهضروا عليها وين تروحي يهضروا عليها عظيم فهمتي كيف لازم نبينوا لهم الحضاره تاعنا والتاريخ ديالنا. Il est temps de laisser Ahmed Kasmi poursuivre ce passionnel travail des bateaux qui colportent de vieilles traditions, mais aussi qui racontent l'histoire d'un homme fabuleux. Voilà, donc c'était un sujet signé Lamia Boudbouda, le portrait de Ahmed Kasmi, donc, qui est maquettiste de bateaux. J'espère que vous avez apprécié parce que moi personnellement j'ai trouvé son travail merveilleux. Et entre-temps, m'a rejoint Monsieur Toumi. Monsieur Toumi, bonjour. 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 Aujourd'hui nous allons parler du gaspillage alimentaire. Exact. Oui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? On sait très bien que pendant ce mois, il y a énormément de gaspillage qui se fait, que ce soit dans les foyers et que ce soit aussi même au niveau des commerces, des commerçants. Bon, vous savez que le gaspillage il est présent à longueur d'année, pas uniquement durant le mois sacré de Ramadan. Effectivement, durant le mois de Ramadan, il se multiplie, le gaspillage. Il n'y a pas uniquement au niveau des commerçants ou là au niveau des domiciles, au niveau domestique. Le gaspillage, d'abord, il existe au niveau des producteurs. Quand je dis producteurs, les agriculteurs. Et au niveau également de la transformation agroalimentaire. Donc le gaspillage déjà démarre au niveau de chez, les agriculteurs. Les fermiers, oui, ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette. D'abord, au point de départ, c'est la fourche. Et ça se termine au niveau domestique. Là où il y a la fourche, la cuisine. Donc, le gaspillage et également les commerçants, les revendeurs des produits, je parle des détaillants, ils ne veulent pas réduire le prix, ils préfèrent jeter que de l'offrir ou réduire le prix. Et ça, comme on dit, les gaspilleurs, ce sont les frères de Satan. Donc, ce que nous avons décidé même au niveau de la Fédération des consommateurs, nous avons décidé de sensibiliser, pas durant le Ramadan, bien avant le Ramadan et durant la période sacrée, durant les 30 jours, d'animer, de vulgariser ces informations, d'acheter le strict minimum au niveau domestique. Même les commerçants, nous les avons sensibilisés, ils doivent, quand le produit, pour ne pas se détériorer, il doit réduire le prix afin de liquider son stock. Moi, je me souviens, j'étais tout enfant. Je me baladais avec mon père, Allah yarhamou, au niveau des Halles, le marché des Halles, qui se trouve à Bellecour. À Bellecour, effectivement. Mon père, il me dit, on va aller à partir de 14h. À partir de 14h, les commerçants vendent à moitié prix. Ils préfèrent liquider en fin de journée parce que le lendemain, ils doivent renouveler leur stock. Et si le produit se détériore, il ne va pas coûter aussi cher. Donc les familles les plus démunies, ils rôdent autour du marché Les Halles. Malheureusement, ce marché n'existe pas. A disparu. Et les bonnes pratiques des commerçants ont également disparu. Ce que nous avons remarqué également à travers les statistiques émises par la FAO, à travers le monde, il y a 1,3 milliard tonnes de fruits et légumes gaspillés, ce qui représente 30% de la production mondiale. Vous savez, le chiffre est effarant. Le gaspillage ne se situe pas uniquement en Algérie. Non, absolument pas. À travers le monde. Effectivement, à travers le monde. Nous avons organisé, je me souviens, au mois de juin 2016, le deuxième congrès maghrébin qui s'est déroulé à Alger, et c'est la fédération qui était à la tête de cette organisation. Nous avons invité les pays voisins du Maghreb, et la thématique qui était, c'était la rationalisation de la consommation et la lutte contre le gaspillage. Que ce soit les Libyens ou les Tunisiens ou les Mauritaniens, c'est le même comportement du consommateur. Nous gaspillons énormément. C'est une culture que nous avons récoltée depuis des années. Et les Libyens me disent, parce que pourquoi il y a le gaspillage, tout produit subventionné est excessivement gaspillé. Tous les produits. Et c'est la même chose chez nous. Les produits gaspillés. Entre autres le pain, tout ce qui est à base de farine. Oui, la farine, les légumes. Les légumes,
vous voyez beaucoup de monde qui défile au niveau des marchés, les marchés de proximité, dans les rues, et ils achètent des fruits et légumes. Bon, d'autant plus, je peux dire que les fruits sont inabordables durant ce mois sacré, mais beaucoup plus les légumes, ils achètent beaucoup de légumes. Et nos femmes, nos mamans, au niveau des cuisines, pour préparer une shorba, il faut plusieurs produits agricoles. De la tomate, de la courgette, des oignons, et vous savez à quel prix l'oignon. Oui, l'oignon, oui. C'est le roi de la cuisine. Hein. La maman ne peut pas s'en passer, ou la femme ne peut pas s'en passer des oignons. Donc, il y a des carottes également dans la marmite de la shorba. Il y a de la vermicelle. De la également. viande, des pois chiches. Oui, viande, poulet, pois chiches, tous ces légumes. Si nous allons valoriser, vous allez voir que nos portefeuilles sont touchés quotidiennement. La quantité n'est pas consommée au moment de l'ftour. Donc le reste, il est jeté, je ne dis pas dans les poubelles, mais il est jeté dans les léviers de cuisine. Donc les gens ne s'aperçoivent pas que ces légumes sont jetés. Et le lendemain, se rebelote. Nous allons repréparer une nouvelle shorba. Moi, je vous prie de me croire que chez moi à la maison, je ne jette pas la shorba. Ma femme la préserve dans un réfrigérateur et le lendemain, elle est chauffée ou réchauffée et elle est consommée. Et oui, mais M. Toumi, vous savez, bon, la shorba, je ne sais pas si c'est réellement un plat qui est jeté, parce que quand même, en fait, il y a de nouvelles habitudes qui sont en train de se mettre en place. C'est que les femmes font la shorba pour plusieurs jours. Donc on la prépare et on la laisse au réfrigérateur, comme vous dites, et on tire la quantité nécessaire au fur et à mesure, parce que quand même, c'est du travail de la préparer. C'est la femme qui travaille, qui fait qui pratique ces gestes qui sont remarquables. Mais par contre, également, il y a un autre phénomène, la consommation d'essence, des carburants. Vous savez, nous avons un parc roulant qui s'élève à 6 500 000 véhicules. Vous savez la quantité de carburant consommé pendant le mois de Ramadan? Non, à longueur d'année. C'est 17 milliards de litres. Oui. Un pays européen, que je ne cite pas son nom, il a un parc roulant de 17 millions de véhicules, qui est d'ailleurs même producteur de marques qui existent chez nous en Algérie. Il consomme beaucoup moins de carburant, parce que chez eux, dans ce pays, les carburants ne sont pas subventionnés. Non, ils ne sont pas subventionnés. Par contre, chez nous, excessivement le cher. prix de carburant est plafonné. Je ne dis pas subventionné, mais il est plafonné. Vous savez, maintenant, nous payons presque 50 dinars, 45 et quelques le litre d'essence. Par contre, son prix réel dépasse les 130 dinars le litre. Au prix réel, qui manque le lait, il est subventionné, le prix réel dépasse les 50 dinars, mais le consommateur le paye à 25 dinars. Le lait en sachet subventionné, il est disponible partout en ce moment, effectivement. Chez tous les commerçants, surtout pendant ce mois de Ramadan. Les pouvoirs publics ont réussi à rétablir l'ordre dans la distribution de ce produit prestigieux pour les consommateurs. Oui. Donc je dis, moi également, tout produit subventionné, il y a un abus de la part des consommateurs. Il y a l'eau aussi. Donc l'eau aussi, le prix n'est pas le prix réel que nous payons sur nos factures. Je ne sais pas si j'ai parlé sur ce plateau, le mètre cube d'eau, il fait 6 dinars 30 centimes le mètre cube. Un mètre cube d'eau, c'est 1000 litres d'eau. Énorme. 1000 litres d'eau. Donc les gens ne prennent pas soin quand ils prennent leur douche ou pour brosser leurs dents. Moi, quand j'étais jeune, j'étais au primaire, on nous apprenait comment se brosser les dents, remplir un verre d'eau, une brosse à dents avec du dentifrice, et le verre d'eau nous suffit largement pour pouvoir brosser les dents convenablement. Un verre d'eau. Maintenant, j'ai constaté, mes enfants, je criais derrière mes enfants pour les remettre à l'ordre. Ils ouvrent le robinet et tout en brossant les dents, le robinet est ouvert. Eh bien, si vous mesurez la quantité d'eau gaspillée, c'est énorme. Vous avez également l'électricité qui est subventionnée. Le gaz est subventionné. Je vous donne une information. Pour l'électricité,
le tarif de l'électricité n'a pas subi d'augmentation depuis l'année 2016, que les gens ignorent, les consommateurs ignorent. Si je reviens au gaz naturel, qu'on appelle le gaz de ville, le gaz naturel n'a pas subi d'augmentation depuis l'année 2011. Donc, nous devons être fiers de nos Bien institutions. sûr, d'avoir Oui. ce privilège, c'est une chance quand même. Même dans des montagnes, ils ont de l'électricité, ils ont du gaz. Nous avons de l'électricité, si ma mémoire est bonne, nous avons une couverture en électricité, je dis bien, à presque plus de 90% d'électricité. Et le gaz, nous sommes à plus de 75%, si ma mémoire est bonne. Donc les gens abusent, les gens gaspillent électricité et gaz, parce que ces produits sont subventionnés également. Et retenez bien que la Sonalgaz ou le ministère de l'Énergie n'a pas augmenté ses tarifs depuis le gaz, je dis bien 2011, et l'électricité depuis l'année 2016. Monsieur Toumi, on va essayer aussi de revenir donc sur les commerçants. Oui, les commerçants ont un rôle très important à jouer. Ils doivent être solidaires en ce mois sacré de Ramadan. Ils doivent baisser les prix, surtout en période de fin de journée. Ils doivent liquider leur stock pour leur permettre le lendemain de renouveler leur stock et apporter des produits frais à la vente. Et même aussi le consommateur, donc ne pas acheter des produits qui sont, on va dire, hors prix, qui sont d'abord hors de prix, d'une, et même aussi quand ils ne sont pas d'excellente qualité, on voit bien que ce sont des légumes qui ont été achetés il y a 2 ou 3 jours et qui sont encore sur leurs étals. Je pense qu'on devrait boycotter et ne pas les acheter aussi, de façon à l'inciter à ce qu'il y ait toujours des produits frais et en même temps faire, comme vous dites, baisser les prix en fin de journée. Ça, c'est une très bonne chose, très bonne initiative. Si le consommateur nous suit pour boycotter le produit. Mais malheureusement, nous n'avons pas cette culture de boycott. De boycott, voilà. Oui. En plus, c'est dommage. Vous savez, quand on marche dans les rues, on voit, surtout au niveau des marchés et tout, on voit comme ça des légumes jetés, des fruits jetés. Ça fait mal au ventre. C'est triste de voir des choses pareilles. J'ai vu à travers les réseaux sociaux des légumes encore consommables, ils étaient jetés par des commerçants en plein champ. Ils devraient soit les offrir, ils devraient soit réduire le prix, les vendre à moitié prix. Ils ont préféré, certains commerçants, ils ne méritent pas le titre de commerçant, ils ont préféré le jeter que de l'offrir. Et encore des produits, quand ils ont été découverts, ces gens, ils les ont récupérés, ils les ont montrés. Et cette vidéo circule à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook. Je vous assure, c'était de la salade verte, encore, je dis bien en bon état. Donc c'était consommable. Ils ont préféré les jeter que de les offrir. C'est dramatique ce qu'ils ont fait. C'est dramatique. Moi, je lance un appel à partir de ce plateau. Tous les commerçants, quand ils gardent à leur niveau au 3e jour, 2e ou 3e jour leurs produits, ils doivent les offrir ou les vendre à bon prix pour permettre à toutes les bourses de les acquérir. Pourquoi priver ces gens, dont la tomate, que le prix n'a pas bougé? J'ai fait un tour hier au marché spécialement, avant d'arriver pour me préparer. La tomate, elle a coûté hier 120 dinars. Le poivron, 150 et entre 150 et 160 dinars. L'aubergine. Les aubergines, c'est 150 dinars. Donc les prix ne sont pas abordables. Nous avons uniquement la pomme de terre qui est à bon prix. Entre 60 et 65 dinars. On trouve à 50 dinars. J'ai vu à 50 dinars, c'est de la bonne qualité, de Ouetsouf, la pomme de terre du littoral algérien, de Rilizane, de Mascara, de Boumerdès, de Tipaza, encore fraîche. Mais par contre, nous avons notre association qui se trouve à Ouergla, dont je salue le président, M. Chehbi Tarek, qui a organisé en collaboration un marché de proximité au niveau de la wilaya, en plein chef-lieu de la wilaya de Ouergla. Il m'a annoncé avant-hier les prix de la pomme de terre, 3 kilos à 50 dinars. L'huile de table,
je ne cite pas la marque, un bidon de 5 litres, il fait 600 dinars. Du producteur au consommateur. De la viande, elle est disponible à 1200 dinars, la viande en provenance du Soudan. Il y a 2000 kilos vendus tous les jours. Il m'informe qu'à 14 heures, il n'y a plus de viande. Mais le lendemain, le stock est renouvelé. Et tous les prix, je dis bien que ce soit tous les prix des fruits et légumes, très abordables. L'ail, elle est vendue à 70 dinars le kilo. Il y a les directeurs de l'exécutif qui viennent s'approvisionner. Quand le Wali a effectué une visite inopinée au marché de proximité, les responsables, tels que le président de cette association de protection des consommateurs, d'ailleurs que je remercie, il a eu la bonne initiative d'organiser ce marché. Il a rencontré le Wali, le Wali lui a fait la remarque, il dit, vous avez cassé les prix, vous avez affiché ces prix parce que vous avez su mon arrivée. Alors non, vous pouvez venir à n'importe quel moment, vous pouvez demander tous les consommateurs. C'est les prix pratiqués, ils n'ont pas bougé depuis l'ouverture de ce marché, c'est-à-dire du premier jour du Ramadan. Je lance à partir de... Une très bonne initiative, M. Toumi. Très bonne Excellente initiative. D'ailleurs, le Wali, il a fait la remarque à tous les exécutifs. Voilà, l'exemple pris par cette association est très bien. Voilà, prendre cette initiative comme exemple, exactement, et essayer qu'elle soit appliquée dans toutes les autres wilayas. Monsieur Toumi, merci beaucoup. Donc, nous avons terminé. Oui, nous avons terminé. Ça passe tellement très vite. Oui, ça passe vite. Hein. Surtout quand on parle de choses aussi importantes que ça, et surtout de faire prendre conscience aux consommateurs que le gaspillage est une très mauvaise chose, et surtout même dans notre religion. Si vous permettez, j'ajoute seulement une phrase. Je demande aux agents du contrôle de la répression des fraudes du ministère du Commerce de s'éparpiller à travers les marchés. Parce que certains commerçants, la plupart des commerçants profitent en cette période. Il nous reste à peu près une semaine, 8 jours de Ramadan. Je préfère qu'ils effectuent des missions inopinées au niveau des marchés et demander l'exemple pris par le ministère du Commerce en inondant le marché avec les bananes, les prix ont vraiment baissé. J'aurais souhaité que ce soit la même chose pour les oignons. Hier, au marché de Barraqi, l'oignon coûtait 400 dinars le kilo. Et au niveau des rues, pas à l'intérieur du marché, à l'extérieur du marché. C'est des choses à contrôler, à vérifier, je pense, dans l'avenir. Il doit intervenir rapidement. Voilà. Très bien. Donc, un dernier mot, ne pas gaspiller. Ne pas gaspiller, rester bien raisonnable. sûr. Économisez votre argent parce que l'Aïd arrive, vous aurez encore besoin de votre argent pour habiller vos enfants. Exactement. Monsieur Toumi, merci. Monsieur Toumi, restez avec moi, puisque là, je vous propose de partir du côté de Médéa. C'est Feriel Hamdi qui nous fait un gros plan sur Nes el Khair. Nous sommes à Médéa, à environ 80 km d'Alger. Comme à son accoutumé, l'association Nes el Khair ne s'est pas départie de ses actions caritatives en occupant encore une fois les premières lignes du bénévolat, offrant chaque soir à l'heure de l'iftar des repas chauds aux démunis, aux voyageurs et aux travailleurs des chantiers. Je tiens à signaler le bon accueil des gens les jeunes volontaires. Donc c'est à leur honneur. On peut dire qu'en Algérie, il y a toujours des gens qui font du bien, qu'il y a du bien, c'est-à-dire en Algérie. Deuxième point, on est venu à 200 km de Ain Sela où on a joué un match. Donc on a trouvé le lieu où on va manger, où on va casser le jeûne. C'est-à-dire c'est un plaisir quoi. On est dans un pays de l'Algérie où il y a toujours du bien. Il faut éviter parce que les circulations, etc., l'excès de vitesse, c'est qui provoque les accidents. Donc il y a ces associations qui sont partout, c'est-à-dire dans les autoroutes, etc., afin qu'ils puissent casser le jeûne. Ils vont rentrer chez eux tranquillement afin d'éviter les accidents. C'est très très important. Pour cette année, l'association Nes el Khair a innové et ce en invitant les familles qui le désirent à venir partager avec les autres convives le ftour. Un concept dit iftar familial sur la route pour des moments de convivialité. كنا نبداو نحكيو على البروغرام تاع جورنيه وحده البروغرام عندنا 10 مليون باش نوكلوا 500 باغ حتى 550 باغ
chaque jour. Un programme un mois, ça veut dire 300 millions, 300 et quelques. هذو كاع من عند المحسنين لي دون chaque jour. لي دون كاين يعطونا لي بواسون قلب اللوز لي فرو لي ليغيم لي فياند بولي تو ça veut dire كل يوم نعتمدوا على التبرعات تاع المحسنين. الحاجه اللي راهي تميز بوكو بلوس هذا العام لي بوس الكيران خلاص والفوا هاد الستاسيون لهنا تاعنا يجوا في عود ما يروحوا اللي كاين رايحين للسود حتى الغردايه ولا رايحين بعد يبريفير ريغاريو يفطروا معنا ويكملوا لا روت تاعهم باش ان شاء الله يفيتيو لي زاكسيدون يفيتيو L'ambiance dans ces restaurants et ces placettes est des plus conviviales, grâce à la volonté des bénévoles et des généreux donateurs. On vient tout le matin, moi et mon amie Leila, pour préparer le ftour. C'est un plaisir pour nous de partager ces moments, surtout en ce mois béni de Ramadan. C'est mon premier jour avec cette association Nasl Khair. Dès que je termine mon travail à la maison, je rejoins l'équipe pour leur donner un coup de main. Cela fait 13 ans que j'active avec ces jeunes bénévoles. Nous sommes une seule famille et cela me fait vraiment plaisir. Le mois béni de Ramadan constitue une excellente opportunité pour renouer avec les bonnes actions et demeure l'occasion propice pour multiplier les actions de solidarité et de bienfaisance en faveur de toutes ces personnes. Voilà, c'était un reportage signé Feriel Hamdi et ça se passait à Médéa, donc la solidarité dans la wilaya de Médéa. Et nous continuons toujours avec la solidarité puisque j'ai le plaisir de recevoir Amira Hammash. Voilà, donc vous êtes chargée de la communication du Croissant Rouge algérien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Voilà, donc je ne sais pas, on m'a dit en coulisses que vous n'aviez pas beaucoup dormi puisque vous aviez travaillé hier très tard. Et que vous étiez rentré ce matin à 5 h du matin? Exactement. Donc vous étiez où exactement? On était à Béjaïa hier, au niveau de la commune de Seddouk, la wilaya de Béjaïa, où le Croissant Rouge algérien a ouvert 5 restaurants pour le mois de Ramadan, où il a distribué jusqu'à 67 000 repas au niveau de la wilaya de Béjaïa. De Béjaïa. Exactement. Et aussi la distribution de plus de 2500 colis alimentaires pour les familles démunies à Béjaïa. Très bien. Donc vous venez de rentrer à peine et est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler donc, de tout le programme qui a été fait et qui est encore fait donc, par le Croissant Rouge algérien pendant le mois de Ramadan? Oui. Alors pour le mois de Ramadan, le Croissant Rouge algérien a vu très grand cette année. Il a lancé la plus grande opération de son histoire pour le mois de Ramadan avec l'ouverture de plus de 300 restaurants à travers le territoire national. Restaurants et points de distribution de repas à emporter. Puisque cette année, la nouveauté, c'est les repas à emporter. Donc les familles viennent chercher leur repas avant l'iftar afin qu'ils puissent manger à l'aise chez eux. Donc l'ouverture de plus de 300 restaurants et points de distribution de repas chauds. Et aussi la distribution de colis alimentaires. Au niveau du territoire national, nous avons dépassé les 60 000 colis alimentaires. Nous avons commencé par les villes du Sud, dans le cadre de la nouvelle stratégie du Croissant Rouge algérien. Donc dans les villes du Sud, vous avez commencé avant Ramadan ou pendant Exactement. 2 semaines avant Ramadan, nous avons entamé les opérations dans le Sud. Nous avons commencé par les villes qui se situent aux frontières et aussi les nouvelles wilayas. Donc nous avons dépassé les 60 000 colis alimentaires à travers le territoire national et nous avons surtout réussi à acheminer les aides aux zones les plus reculées du pays grâce aux forces de l'armée de l'air qui nous ont accompagnés dans cette opération. C'est une première cette année ou vous avez l'habitude de vous faire aider? Cette année, c'est une première en termes de volume, puisque nous avons réussi à toucher toutes ces zones. Nous sommes allés dans les zones d'ombre, dans les zones frontières. Et c'est des zones où la présence de la société civile est très très faible, voire inexistante. Donc le Croissant algérien, étant le bras humanitaire de l'État algérien, a le devoir d'aller dans ces zones-là. Très bien. Voilà, ça, en ce qui concerne les restaurants et les aides distribuées pendant le mois de Ramadan, il y a eu aussi des campagnes de sensibilisation en ce qui concerne les accidents de la route. Nos bénévoles et secouristes se positionnent avec
la police et la gendarmerie au niveau des barrages, afin de sensibiliser les conducteurs sur la dangerosité de la vitesse juste avant l'iftar. On sait tous qu'avant l'iftar, pendant le mois de Ramadan... Oui, le nombre d'accidents, c'est le moment où il est le plus élevé, hélas. Exactement. Donc on fait des campagnes de sensibilisation qui vont continuer jusqu'à la fin du mois sacré. Très bien. Et donc, vous nous avez dit que vous aviez combien exactement de restaurants où vous servez des repas chauds? On sert des repas chauds. Il y a aussi des points de distribution de repas à emporter. Est-ce que ce sont les mêmes endroits? Est-ce que c'est les mêmes endroits? Il y a des endroits où on fait uniquement la distribution. Et il y a aussi des points où on fait la livraison à domicile pour les familles qui préfèrent manger chez eux. Exactement. Donc on a dépassé les 300 restaurants et points de distribution sur le territoire national. Très bien. Et donc des projets pour l'Aïd? Bien sûr, pour l'Aïd, le Croissant Rouge a déjà entamé le programme. Donc il y aura des distributions de coupons, des bons d'achat pour les vêtements en faveur des orphelins et des familles les plus démunies. Nous allons toucher plus de 1500 familles à travers ces coupons. Et il y aura aussi des aides financières qui vont être versées pour les orphelins et les familles démunies. Nous allons dépasser les 2000. Ça, c'est en ce qui concerne l'activité qui a été lancée par le Bureau national. Sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que le Croissant algérien se trouve dans les 58 wilayas. Nous avons plus de 800 comités à travers le territoire national. Donc, dans chaque wilaya, il y aura des activités différentes. Il y aura aussi les visites des enfants hospitalisés au niveau des 58 wilayas pour leur apporter de l'aide, des jouets, des vêtements pour l'Aïd. Ne serait-ce que pour leur apporter un sourire. Très bien, très très belle initiative. Et donc avec aussi une initiative qui a été lancée en partenariat avec la radio algérienne, qui s'appelle Un jouet, un sourire. C'est une initiative qui revient chaque année, je pense. Ça fait déjà quelques années que vous faites ça. Et cette année, c'est la radio algérienne qui fait cette initiative chaque année. Et cette année, ils ont fait appel au Croissant Rouge afin d'essayer de toucher le plus d'enfants possible sur le territoire national. Donc nous allons lancer cette campagne à partir de demain afin de faire adhérer le maximum de personnes à cette initiative pour toucher le plus grand nombre d'enfants. Et donc le principe c'est quoi? C'est que ce sont des personnes qui vont aller donner comme ça, faire des dons, des jouets pour l'Aïd? Voilà, le but c'est de faire connaître cette initiative, de la médiatiser un maximum. Comme ça, il y aura un grand nombre d'adhérents qui vont venir et participer à cette initiative pour avoir un plus grand nombre de jouets, d'aides qui pourront être distribués aux enfants. Où nous pouvons déposer donc ces jouets? C'est à quel endroit? Ça se passe sur les 58 wilayas et c'est au niveau des sièges du Croissant Rouge. Très bien, d'accord, très bien. C'est le Croissant Rouge qui est à l'initiative donc de toutes ces œuvres, de toutes ces choses qui sont faites pendant le mois de Ramadan. Exactement. Donc on essaye, le Croissant Rouge algérien étant, comme je l'ai déjà dit, le bras humanitaire de l'État algérien. Donc nous essayons d'assister les personnes démunies et de les accompagner, surtout pendant le mois sacré, c'est très important pour nous. Il y a aussi le numéro vert du Croissant Rouge, je tiens à le rappeler. C'est le 1005, le numéro vert du Croissant Rouge. Donc 1005. Voilà. Où nous recevons quotidiennement des centaines d'appels pour aider les gens, pour leur apporter des aides. Surtout pendant le mois de Ramadan, il s'agit de denrées alimentaires. Nous livrons quotidiennement des aides on va jusqu'à chez ces personnes-là pour leur apporter de l'aide. Donc c'est assez nouveau comme ça de vous déplacer, d'aller vers les gens, parce qu'autrefois c'était les gens qui venaient vers vous, mais là maintenant vous faites la livraison, c'est assez nouveau. Exactement, donc on fait la livraison à domicile, surtout quand on reçoit des appels sur le numéro vert qui est le 1005, on se déplace il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou bien qui ne veulent pas venir... Qui veulent pas venir, donc... Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. La plupart du temps, ils n'ont pas les moyens de se déplacer. Donc, c'est le Croissant Rouge qui se déplace et qui va les aider. Va vers eux. Voilà. Est-ce que le nombre de bénévoles a augmenté? Il y a beaucoup de bénévoles qui viennent vers vous? Énormément. En 5-6 mois, le nombre de bénévoles a été doublé, voire triplé au Croissant Rouge algérien. Vu l'activité du Croissant Rouge, surtout sa présence sur le terrain,
On le voit partout, il est sur tous les fronts. On voit qu'aujourd'hui, le Croissant Rouge est sur les premiers secours, la réponse rapide aux catastrophes naturelles, les campagnes de sensibilisation. On l'avait vu donc, pendant l'été dernier donc, avec voilà, le séisme. On a vu comment le Croissant Rouge a réagi très rapidement. Exactement. Donc, pendant les incendies de l'été dernier de Tarf, le Croissant Rouge était le premier à être sur le terrain en termes de secourisme et aussi en aide humanitaire. Et aussi, surtout, dans la dernière opération qui a été effectuée par les secouristes du Croissant Rouge en Syrie. Donc, le Croissant Rouge a réussi à mobiliser plus de 50 secouristes et médecins en moins de 2 heures. Dans les premières 12 heures, le Croissant Rouge était déjà déployé à Alep, qui est une zone de guerre. Auprès de la protection civile, bien sûr, grâce aux forces de l'air qui ont acheminé les aides et aussi qui ont accompagné les secouristes. Et ils ont fait un travail de professionnels sur place. Et depuis, en ce qui concerne les formations de premiers secours, nous formons énormément de secouristes. La demande a vraiment augmenté. Eh ben, très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne continuation et merci pour tout ce que vous faites. Merci au Croissant Rouge algérien pour tout ce qu'il fait. On rappelle donc le numéro vert. Le 1005. Voilà, donc le 1005. Merci beaucoup donc d'avoir été parmi nous. Je vous dis de rester avec nous puisque là on continue notre émission continue. Bonjour d'Algérie continue. Et c'est un sujet signé Samia Boualour. C'est une pièce de théâtre qui s'intitule El Azb. On regarde et on revient juste après. Zoubir, l'Azb, le célibataire. Un jeune homme plein de confusion entre se marier avec Sekina ou pas à cause de complexes psychologiques, par peur de la responsabilité, tout cela dans une comédie noire mêlée à l'humour. Une adaptation du roman de Rabia Djelti, Azb Hay el-Mourjan. Et c'est la nouvelle production du théâtre régional d'Oran. Cette pièce, écrite et mise en scène par Moulay Meliani Mohamed Mourad. Après 3 mois de préparation, le résultat est enfin là. Cette pièce est tirée du roman de la grande romancière Djelti. Je remercie à l'occasion le metteur en scène de cette pièce, Meliani Mourad, qui a pu lui donner un cachet spécial et qui m'a donné personnellement la chance et à tous les comédiens de se produire sur les planches du TNA. Cette représentation de 80 minutes combine divers arts de la scène, le chant, la danse et la musique. La scénographie s'est démarquée par le changement de décor qui reflète le patrimoine d'El Bahia, dont celle de la célèbre maison d'édition Disco Maghreb. Le public algérois était ravi. De toute façon, c'est connu, l'équipe d'Oran. Chaque fois, il y a une pièce théâtrale d'Oran. C'est magnifique. Une belle soirée. Voilà, c'était bien. C'était extra super. Bravo, bravo, bravo. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je suis émue. Je suis très, très émue. C'est la première fois que je viens au TNA et je suis vraiment surprise. Voilà. Cette pièce a participé au 15e Festival national du théâtre professionnel d'Alger qui s'est déroulé du 23 décembre au 1er janvier dernier. Elle a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine, compée par la comédienne Amina Belhoussine.
هو تتويج يعني ما كانش منتظر يعني لانه كان فيه حضور نسوي قوي. J'étais très surprise et très honorée d'avoir décroché cette distinction, surtout que la concurrence était rude يعني مرشحة لجائزة استبعدتها نوعا ما et qu'il y avait d'excellentes comédiennes aussi. يعني زوج بنات يعني ما شاء الله. El Azeb effectuera plusieurs représentations à travers le pays au bonheur des fans du 4e art. Voilà, très beau sujet signé Samia Boualouj. Et donc j'ai le plaisir de continuer avec vous l'émission. On est sur la dernière ligne droite, il reste quelques minutes et m'a rejoint Abdelwahab Jazouli. Abdelwahab Jazouli, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous nos amis et téléspectateurs et particulièrement ceux de Cannes en Algérie. Toujours ravi d'être présent avec vous. Tout le plaisir est pour nous. Toute l'équipe. Merci de m'avoir invité. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Partager. Voilà, parce que on aime beaucoup ce que tu fais. On est convaincu que tu as un don et on l'apprécie énormément. C'est gentil. Et donc pour ce soir, tu as un programme précis? Les 1001 nuits, donc le concert intitulé Les 1001 nuits, qui va se dérouler donc à la salle mythique, la salle Ibn Zaidoun, au Officeria del Fath, organisée par Officeria del Fath. Donc voilà, donc j'attends de vous retrouver ce soir, donc à partir de 22h, pour un programme assez riche. Et ça sera donne-nous juste comme ça un petit peu un avant-goût de ce qu'il va avoir ce soir. En fait, le titre peut prêter à confusion. Donc j'ai fait une playlist qui va normalement essayer de plaire à toutes les personnes présentes. On va essayer de faire plusieurs plusieurs styles. Et puis je ne vais pas. Je ne vais pas tout dévoiler, d'accord, tu as raison, tu as entièrement raison. Celui qui veut tout savoir, il n'a qu'à aller au concert. Peut-être, si je peux dire quelque chose, peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup pour ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, ils connaissent plus ou moins tous les styles que je chante, mais beaucoup vont découvrir une nouvelle facette de Wahab Jazouli sur un répertoire très particulier. Voilà, je vais dire répertoire particulier, je vais dire italienne, langue italienne. D'accord. Pourquoi 1001 nuits? Pourquoi 1001 nuits? Au fait, on a commencé à travailler sur le programme et il y avait beaucoup de chansons qui me rappelaient, on va intégrer des chansons arabes, orientales. Donc on va rendre hommage un petit peu à Warda, Al-Jazairiya. Et il y a beaucoup de chansons j'allais dire, qui me font rappeler justement la musique orientale, la musique tarab. Et du coup, et puis même par rapport à notre style de musique, on a essayé de faire dans chaque répertoire 1001 chansons, 1001 styles. Et donc voilà, on a essayé de regrouper tous ces c'est un bouquet, on va dire, qui va j'espère, plaire à nos amis ce soir, Inch'Allah. En fait, il y en aura pour tous les goûts. Pour tous les goûts, voilà. Voilà, d'accord, très bien. 1001 chansons, 1001 nuits, 1001 soirées, 1001 qa'da, voilà. Très bien. Donc, une autre date encore? Oui, ça sera pour après-demain, donc le 15, donc à l'Opéra d'Alger. À l'Opéra d'Alger, donc à partir de 22h. Par contre, à l'Opéra d'Alger, je serai accompagné, et je suis ravi d'ailleurs de partager la scène avec d'autres artistes. Donc il y aura Adlan Fergani, Esma'Allah et Mariam Ben Allan. Donc ce sera un plateau assez varié et je serai ravi encore une fois de retrouver notre cher public sur cette... ça sera ma première à l'Opéra d'Alger d'ailleurs. Et le style musical? Ça sera plutôt du classique. Plutôt du classique. On est un peu plus... on est un peu structuré que c'est pas ma soirée à 100%, donc on a l'affiche, donc ça sera à l'Opéra d'Alger. Voilà, tout à fait l'affiche. Donc on a Esma'Allah, on a Adlan Fergani, on a Mariam Ben Allan et à moi aussi, donc voilà. Avec le grand orchestre de l'Opéra d'Alger, sous la baguette du maestro Kateb Naguib. Donc pratiquement des quatre coins d'Algérie, vous serez... Tlemcen, tout à fait, l'école de l'Est. Avec Adlan Fergani, Mariam Ben Allan, donc Tlemcen, moi Esma d'Alger. Voilà. Très
Très bien. Donc dis-moi, comment s'est passé pour toi un petit peu le mois de Ramadan? Écoute, Mariam, le mois de Ramadan, cette fois-ci, il était un peu. Moi, je pensais qu'il allait être calme. Ça fait quand même 2 années qu'on n'a pas bossé autant, donc on a du mal à reprendre un petit peu le rythme. Donc ça a été très mouvementé. Là, on a fait beaucoup de scènes, j'ai fait beaucoup de scènes. Donc tu as fait combien de scènes à peu près depuis le début de Ramadan? Approximativement, une dizaine. D'accord. Une dizaine. Hormis le secteur privé, donc on a fait beaucoup de scènes dans des hôtels, dans des salles dînatoires, enfin des salles. Donc pratiquement, tu as travaillé pratiquement tous les jours. Pratiquement, oui. Là, on va finir demain. D'ailleurs, beaucoup me demandent où est-ce que tu te produis. Donc à la télé, on ne peut annoncer que les salles officielles étatiques. Donc voilà, pour celles qui veulent avoir plus de détails, je vous invite à aller sur les pages Instagram, Facebook pour voir où est-ce que je vais me produire le 17 par exemple. Voilà, mais sinon, les dates à retenir, c'est aujourd'hui. Donc, c'est à la salle Ibn Zaydoun à partir de 22h. Beaucoup me demandent par rapport à la vente des billets. Donc, il reste encore quelques places, mais je vous conseille d'aller les prendre aujourd'hui. Ne laissez pas à la dernière minute. Il ne reste pas beaucoup de tickets. Sinon, pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de me voir aujourd'hui, ben, ça sera le 15 à l'Opéra d'Alger. À l'Opéra d'Alger. Donc, alors écoutez, on va faire écouter un petit morceau qui est de vous et vous allez nous dire est-ce que c'est à peu près ce style que vous allez écouter ce soir. les archives. Ils veulent tout savoir. On n'a pas envie de s'arrêter ni de la couper. Donc, tu es en train de oui, on est en train d'essayer de savoir. Peut-être quelques chansons je vais quand même interpréter quelques chansons de mon album. C'est clair. Voilà, on a 2 heures de spectacle. Donc, voilà. Et même le public ne sera pas content s'il ressort sans avoir écouté. C'est clair, il y a des chansons qui reviennent tout le temps. J'essaie toujours de... Tu sais, Mariam, j'ai un public assez spécial. C'est que je suis trop proche de mon public et on est... comme une famille réellement, et donc je leur demande toujours ce qu'ils veulent écouter, ou la habbouk shronia, ou là, même sur scène, même si j'ai un programme à exécuter, je reste, on va dire, flexible sur scène et j'essaie toujours de faire plaisir à mon public. Donc tu entretiens cette espèce de magie. Ils ont toujours leur mot à dire. Cette fois-ci, par contre, j'ai décidé, enfin, j'espère pouvoir avoir gain de cause et ne pas céder à leurs caprices et appliquer, parce qu'on a travaillé dur. Très très dur pour ce concert. On a essayé de changer un petit peu on s'attaque à de nouveaux classiques. Je vais m'attaquer à des classiques très difficiles. Voilà, des chansons. Ce sera que pratiquement des chansons algériennes, 80%. Et bien sûr un petit clin d'œil à la chanson italienne, à mon album. Et quelques chansons de Warda, peut-être. Voilà, on verra. Voilà, j'ai assez dit, je crois, pour le programme. Tu leur laisses, tu nous mets juste un peu l'eau à la bouche comme ça et après comme mais ça. J'espère que voilà, le public, j'attends le waouh parce que on a travaillé dur pour ce spectacle. D'accord. Donc dis-moi, est-ce que tu as des projets, donc d'autres albums? Écoute, Mariam, oui, les albums, non. Par contre, les albums, de nos jours, ce n'est plus, on va dire, d'actualité. Enfin, du moins, c'est ma vision des choses. J'espère pouvoir produire des singles qui sont déjà en cours, en voie de réalisation. J'attendais de concrétiser, d'avoir plus j'allais dire d'argent, mais on cherche des producteurs, pour faire les choses en bonne et due forme.
L'autoproduction, elle est un peu. C'est assez compliqué. Mais tu as déjà une idée donc de ce que. Oui. J'ai toujours. Tu veux savoir, c'est-à-dire par rapport au style ou par rapport au style. Je crois que je ne vais pas changer une équipe qui gagne. J'ai toujours travaillé avec. Ça te va bien, franchement, voilà. J'aime beaucoup ce style. te représente bien. Je me permets de faire plusieurs styles parce que je sais interpréter d'autres styles et surtout par rapport à mon créneau qui est les mariages, donc je change plusieurs. Mais sinon, dans ce que je fais et ce que je produis, c'est toujours autour de la musique classique algérienne moderne, donc soit Chabi, soit Haouzi. En tout cas, tu es toujours à la hauteur de ce que tu entreprends. Eh ben, c'est très gentil, c'est très encourageant. On attend un nouveau clip, n'est-ce Why pas? not? Inch'Allah. Inch'Allah. Ramadan, Inch'Allah, on essaiera de travailler encore une fois et d'essayer de faire quelque chose à l'image. Oui, à ton image, voilà, est-ce que tu as l'habitude de nous non, habituer? l'image du public aussi qui attend, parce que كيما يقول لك الواحد نحبوا ولا نكرهوا. Moi, à chaque fois, je souligne ce détail. On n'est rien sans notre public. Moi, je lis les messages, je lis les commentaires et je prends en considération les critiques constructives, bien sûr. Et donc, j'ai une relation très spéciale avec mon public. Et donc, voilà, je n'aimerais pas perdre leur confiance. Donc, je travaille dur pour eux. En tout cas, je suis certaine que tu ne risques pas ni de les décevoir, ni de perdre leur confiance, parce que vraiment, tu es doué, talentueux. Et je te souhaite une bonne continuation, beaucoup de réussite encore. Inch'Allah, et surtout, merci d'avoir été c'est moi. parmi nous. On peut faire un nous. petit rappel, dernièrement, Bien, vas-y. Donc, je vous attends, les amis, ce soir à 22h à la salle Ibn Zaydoun. Arwahou, il reste encore quelques places. Donc, voilà. J'espère que vous n'allez pas être déçus. Merci pour votre amour et votre fidélité. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup. Voilà, je vous dis merci. On arrive à la fin de notre émission. J'ai été ravie de partager avec vous ces 1h30. Restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Au revoir.